pas admissible que les enfants ouvriers meurent comme une meurent. Vous n'avez pas idée. Aujourd'hui, on ne sait plus ce que c'était que la condition ouvrière vers 1870-71. Je connais les statistiques. Les enfants de la classe ouvrière mouraient dans des proportions inimaginables. Ils mouraient à 80 sur 100, étant donné ce que c'était que l'habitat ouvrier, et ce que c'était aussi que les salaires. Alors il y avait pas mal de gens autour de Vallès qui n'étaient pas des excités, mais qui disaient, il y a là une chose inadmissible, enfin, il y a une asphyxie sociale, on va persuader les bourgeois, il y a moyen, ils ne sont pas tous des salauds, qu'il faut faire une transformation qui permette aux ouvriers d'élever leurs enfants. Pas par la violence, c'est ce qui est très intéressant. Pas par la violence. Il y avait un mot qui courait dans les beaux quartiers, enfin surtout du côté du gouvernement, au sujet des Bellevillois. Belleville, comme vous le savez, c'est un coin de Paris, partiellement ouvrier, et le mot de Bellevillois, du côté de la société bien-pensante, avait fini par être l'équivalent de bandit, de scélérat, de communiste, d'assassin de crapule. Alors Vallès va faire un article sur Belleville. Je vais vous dire ce que c'est que Belleville. C'est Belleville. C'est une cité honnête, où on travaille dur, tant qu'il y a de l'ouvrage. Et on ne se fâche, justement, que quand le travail manque et quand le déshonneur déborde. Le travail manque, attention, c'est quelque chose que l'on ne dit jamais quand on veut parler de la commune. Et ça, il faut que je vous le dise avant tout. À savoir que les ateliers parisiens auraient pu rouvrir leurs portes dès que le siège avait cessé, les matières premières commençaient à arriver. Mais ce qui s'était passé en mars 1848, lorsque la République avait été proclamée, se passe de nouveau en mars 1871, quand le patronat de Paris refuse d'ouvrir ses ateliers tant que les ouvriers auront une arme dans la main. Un lockout patronal énorme, si bien qu'il y a des masses de chômeurs sur le pavé de Paris, et que de même qu'en 1848, pour entretenir les chômeurs, on avait créé effectivement des ateliers nationaux qui permettaient de leur donner 1,50 franc par jour, de quoi ne pas mourir. De même maintenant, on va conserver la garde nationale, elle ne sert plus à rien puisqu'il n'y a plus de bataille. Mais elle sert au moins à permettre à ces gens de manger, puisqu'on enlève 1,50 franc à tous ces chômeurs, plus 75 centimes pour la femme, plus 25 centimes par enfant. Mais comme ces chômeurs, évidemment, ne travaillent pas, puisqu'il n'y a rien à faire, les ateliers sont fermés du côté national, il n'y a plus rien à faire, ça va permettre à la bourgeoisie réunie à Bordeaux de dire, mais qu'est-ce que c'est que ces paresseux? Des gens qui se font entretenir par l'État, qui nous coûtent abominablement cher, qui coûtent des 7 à 8 millions par jour, alors que ces pauvres gens n'avaient qu'une idée, c'est que les ateliers rouvrent, parce qu'ils ont 1,50 franc par jour à la garde nationale, mais ils auraient tout de même 5 sous par jour, c'était le chiffre à peu près. 5 sous par jour s'ils rentraient dans les ateliers. Les ateliers sont fermés. Vallès, se tournant encore vers la presse d'extrême droite, il dit, sur notre honneur, nous vous jurons qu'il ment, ceux qui disent que nous voulons la haine, le pillage et la mort. Nous voulons nous entendre avec vous, les yeux dans les yeux. Nous voulons un peu plus de justice, nous voulons un commencement de justice sociale. Il a supplié le gouvernement de ne pas provoquer Paris, et justement, le gouvernement n'a qu'une idée, c'est d'obtenir que les Parisiens se soulèvent, parce qu'après on établir, on fait de la répression. Le 12 mars 1871, malgré les objurgations de Vallès dans son journal qui s'adressait à l'Assemblée nationale pour dire « ne faites pas de gestes inconsidérés », le 12 mars, l'Assemblée nationale décide la suppression brutale en 48 heures du moratoire. Ça vous dit rien. Moratoire, c'était le 8 août aussi qu'on avait décidé, à savoir les loyers ne seront pas exigibles jusqu'à la paix, et deuxièmement, les effets de commerce seront prorogés jusqu'à une date incertaine. Vers le 12 mars, espérant provoquer une insurrection dans Paris, l'Assemblée nationale décide que de 14 mars, les effets de commerce en retard depuis août vont être payés exigibles immédiatement avec intérêt, et qu'au terme du 15 avril, les loyers en retard depuis le mois d'août vont être payés. Avec quoi? Puisque les gens ne travaillent pas. Et bien Paris ne se soulève toujours pas, si bien que le gouvernement va décider lui-même une opération de force, ce sera le fameux 18 mars. Vous savez peut-être que dans la nuit du 17 au 18 mars, Thiers va lancer 40 000 soldats dans les rues de Paris, sous prétexte de récupérer des canons qui ne menacent personne, et qu'on a groupé sans gargouilles et sans obus sur l'esplanade de Montmartre. En fait, c'est pour terrifier les Parisiens et pour obliger les ouvriers à remettre leurs armes. Mais vous savez peut-être aussi que le 18 mars au matin, le 88e régiment d'infanterie, qui est à Montmartre, et à qui le général Lecomte dit « Tirez, tirez !» ne tire pas, met la crosse en l'air et passe du côté du peuple. C'est la même chose qui se passe avec le 105e, avec le 120e qui sont l'un à Belleville, l'autre aux environs de la Bastille, si bien que Thiers, qui s'est établi au Quai d'Orsay, vous savez, de l'autre côté de la Seine, et qui attend de demi-heure en demi-heure des épaisses des généraux, apprend à midi que l'instrument de répression ou de dissuasion qu'il a entre les mains est en train de lui fondre entre les mains. Il décide l'après-midi du 8 mars de se retirer sur Versailles,
Il exige que tous les fonctionnaires des administrations et des ministères se replient sur Versailles sous peine de révocation, et elle va essayer de retirer ce qu'on veut des troupes parisiennes, et obtenant de Bismarck qu'il renvoie les prisonniers rapidement, de constituer à Versailles une puissante armée qui reprendra Paris par le fer et par le feu. Et bien même à ce moment-là, Vallès continue à dire, il faut s'arranger. Surtout pas de guerre civile. La guerre civile perdrait tout. Et comme c'est un homme qui sait écrire, il dit 2 heures de conversation à coups de canon, et c'est 20 ans d'esclavage dans les faubourgs, et c'est 20 ans de prospérité dans les banques. Donc pas de coups de canon. Dans la semaine qui va suivre, entre le 18 et le 26, Paris va se préparer à élire sa commune. Et toute la question est de savoir ce que le gouvernement va en penser. Or, le 22 mars, poussé par un certain gens d'extrême droite, il y a une manifestation violente qui se dirige contre l'état-major de la garde nationale, il y a des tués, il y a 14 tués dans les rues de Paris, enfin c'est une guerre civile, quoi. Le vendredi 24 dans l'après-midi, il se passe une chose inouïe, qui est une ruse de M. Thiers, on affiche dans tout Paris un avis signé de l'amiral Cesset qui se déclare envoyé de M. Thiers, disant le gouvernement admet que des élections aient lieu à la commune dimanche prochain 26, et il est d'accord pour revoir la question du moratoire des lois. Vous n'imaginez pas que ça va être l'atmosphère de Paris le samedi 24 et le dimanche, jour des élections, le 26. C'est une des choses qu'il faut savoir quand on parle de la commune, à savoir que ces gens qui avaient cru qu'on allait se battre, en fait, le sang allait couler, il avait déjà coulé le mercredi 22, et qui se disent, ah mais c'est fini maintenant. Mais le gouvernement a compris, ils sont pas si méchants que ça, on va s'arranger. Et ce dimanche 26, les élections ont eu lieu avec une vaste participation, 229 000 votants, avec une liberté absolue, étant donné que les 83 membres de la commune qui vont être élus ne vont pas comporter, comme on le dit souvent, que des gens de gauche et d'extrême gauche, mais qu'il y aura 22 membres du centre et de la droite. C'est vous dire qu'il y avait parfaitement des élections libres. Le jour de la proclamation des scrutins, c'était pas comme aujourd'hui, c'était pas électronique, par conséquent il avait fallu plus d'une journée pour les pointages. C'est le 28, le mardi 28, que les 83 membres de la commune, groupés sur les marches de l'hôtel de ville, vont se présenter au peuple. Il faudrait que j'essaye, grâce à Vallès, de vous rendre sensible que ça a été cet après-midi du 29, du mardi 28 mars 1871. Il faisait très beau, le printemps était venu depuis 21 mai, c'était un vrai printemps. Les 83 types étaient là, la plupart étaient pauvres gens, vous savez, il y avait 3 cordonniers, en fait, tout de même, il n'y avait que 26 ouvriers dans ces 83 membres. Enfin, il y avait beaucoup de pauvres gens. Alors, il s'était fait le plus beau possible. Ceux qui appartenaient à la garde nationale avaient bien brossé leur uniforme. Ceux qui étaient des civils avaient loué une redingote, un pantalon rayé, ça va être bien promenade devant le peuple, ce qui va permettre à Strafray de Montgoncourt, que j'ai déjà cité, et qui était là, de dire, j'ai eu devant moi des gens à peu près lavés et à peu près peignés. C'était simplement le pauvre type qui se faisait convenable, quoi. 300 000 gardes nationaux qui vont défiler, 500 000, dit-on, ou 400 000, je sais pas, Parisiens qui étaient groupés, là, sur la place, dite place de ville, place de Grève, avec beaucoup de femmes et beaucoup de gosses, parce qu'il y avait une atmosphère de Pentecôte, si vous voulez, quoi. Les gens se disaient, ce que l'on n'a jamais cru possible, c'est possible. Maintenant, on va pouvoir élever nos gosses. Maintenant, ces gens là-bas sont pas si mauvais. Il va y avoir une organisation sociale qui va nous permettre enfin de respirer, quoi. Alors, une joie incroyable, les cloches qui sonnaient, on avait mis 100 canons sur les bords de la Seine qui tiraient à blanc toutes les 10 minutes des salves. Il y a ce qu'on pourrait appeler une illusion lyrique, vous savez, comme Malraux dira plus tard pour la guerre d'Espagne, une illusion lyrique, quoi. Alors Vallès, qui était là, élu par le 15e arrondissement avec son écharpe rouge, dans son article du 29, va dire, j'ai appris par cœur ce début-là, ce ciel pied d'éclair, cette odeur de bouquet, nous voilà vengés de 20 ans de défaite et d'angoisse. Embrasse-moi, camarade, qui a comme moi les cheveux gris. Et toi, Marmot, viens que je t'embrasse aussi. On te l'a sauvé belle, petit. Fils des désespérés, tu seras un homme libre. Là, quand il écrit ça le 29, il ne se doute pas que 4 jours plus tard, le 2 avril, le canon de Versailles va commencer à tirer sur Paris. C'est la guerre, il comprend bien que tous ses espoirs sont tombés. André Gilles, dont je l'ai parlé, c'est le chapeau, ça. André Gilles dit, plus tard, je suis baladé avec Vallès dans la nuit du 2 au 3. Et il a eu un geste horizontal sur sa gorge pour me dire c'est ma tête, foutu. Les membres de la commune vont rester 61 maintenant, parce que les 22 du centre et de la droite, qui s'étaient laissés élire quand ils avaient cru que le pouvoir était d'accord, mais qui se retirent maintenant dès qu'ils savent que M. Thiers a dit je ne reconnais pas ces élections, je les considère comme illégales, ils s'en vont. Et il va rester ce qu'on appellerait un parlement croupion, mais tout de même avec une majorité, 61 gars. Ça va durer combien de temps? 57 jours la commune, pas plus.
Il y a des livres qui vous parlent des 73 jours de la Commune. C'est pas vrai. La Commune n'a pas commencé le 18 mars. Elle n'a été élue que le 26. C'est le comité central, la garde nationale, qui avait géré Paris comme il avait pu. Et la Commune, pratiquement, se défera le 24 mai dans l'après-midi. Alors faites le calcul. Prise du pouvoir 29 mai du matin. Décision, enfin, dissolution 24 mai, ça leur fait 56 jours. Et tous ceux illusionnistes comprennent qu'elle est condamnée à mort, la Commune. Vallès va mettre sur les lèvres d'un camarade de la Commune un des trois cordeliers, qui s'appelait Roulier, dont il était un peu éthylique, mais il était même très gentil. Il va mettre sur les lèvres de Roulier une phrase que je ne crois pas que Roulier a prononcée, mais je pense que Vallès l'a peut-être même pas prononcée lui-même, mais c'était son idée, et par pudeur, il va l'attribuer à quelqu'un d'autre. Roulier aurait dit, puisque c'est bien évident qu'on ne pourra pas faire ce qu'on veut, au moins nous allons montrer ce que nous aurions voulu faire. Alors l'idée de la Commune, c'est ça, on ne pourra rien faire, mais on va montrer ce que nous voulions. Alors ils vont décider par exemple tout de suite, dès qu'ils sont au pouvoir, la séparation de l'Église et de l'État, pour que l'État soit libre à l'égard des prêtres, que les prêtres ne soient plus les fonctionnaires. Ils vont décider aussi qu'on va s'occuper de l'enseignement, et ils vont définir un programme que notre Troisième République française mettra 50 ans à réaliser, à savoir la gratuité, l'obligation et la laïcité de l'enseignement primaire, et aussi la gratuité dans toute mesure du possible de l'enseignement secondaire, et des créations d'écoles professionnelles. C'est la première fois qu'on prononçait le nom, ce qu'on appelle aujourd'hui les écoles techniques. Vallès était précisément de la commission de l'enseignement, avec quelqu'un qui vivra beaucoup plus que lui, qui s'appelait Vaillant, et qui deviendra vieux sanglier blanc, qui deviendra un ami de Jaurès. Eh bien, le jour où les Versaillais entreront dans Paris, le 21 mai, c'est justement le jour où on allait inaugurer 2 écoles techniques, dont une école pour les filles. Car les communards se disaient, mais pourquoi est-ce que les jeunes filles n'auraient pas le droit aussi à des apprentissages? Alors on avait décidé ça. Plafond de traitement des fonctionnaires, 6 000 francs. C'était gros à ce moment-là. Et qu'est-ce qu'ils vont s'attribuer, eux, les membres de la Commune? Il faut savoir que les ministres de Versailles, les ministres de M. Thiers, se sont accordés 4 000 francs par mois. 4 000 francs par mois. Et sur la proposition de Vallès, les communards ont dit 300 francs par mois pour nous, 300 francs. On n'est pas là pour faire de l'argent, on est là pour au service de la collectivité. Puis socialement, ils vont faire ce qu'ils vont pouvoir, ils vont décider que, vous savez timidement, que les ateliers qui ont été abandonnés par les patrons, qui sont maintenant passés du côté de Versailles, on va remettre la gestion de ces ateliers aux ouvriers eux-mêmes, qui tâchent de se tirer d'affaire avec des techniciens, et ils veulent tellement pas faire de spoliation qu'il a été décidé dans la loi que quand le patron rentrerait, après la guerre, eh bien on étudierait avec lui une indemnisation. Vous voyez que ce programme de la Commune n'avait rien de bien bouleversant. Ce programme de la Commune est un programme de pauvres gens qui étaient presque tous honnêtes, vous savez, de braves types pas très intelligents, qui n'avaient pas de doctrine sociale. Il n'y en avait qu'un, qui avait 2 qui avaient des idées. Il y avait Frankel, qui était un Hongrois, même pas naturalisé français, et qui était en rapport avec Marx. C'est le seul marxiste, si l'on peut dire, de la Commune, quoique je ne devrais pas dire ça, étant donné que la doctrine de Marx n'est pas encore faite en 71. Et puis il y a Varlin, qui est un ami personnel de Vallès, un ouvrier relieur. Varlin, ça vous dit rien, mais je vous assure, c'est la très grande figure de la Commune. Il va être tué, bien entendu, au mois de mai 1871, mais c'était quelqu'un de premier plan. Il faut que je vous parle maintenant, à cause de la conduite de Vallès, du 26 mai. On jettera beaucoup à la face de la Commune l'histoire des otages. Qu'est-ce que c'est que l'histoire des otages? C'est un décret du 5 avril. Les gens de la Commune se sont aperçus que les Versaillais, quand ils font un prisonnier, le tuent immédiatement si ce prisonnier a appartenu à un des régiments. Bon, ils ne tuent pas les prisonniers gardes nationaux, mais s'ils trouvent quelqu'un qui était du 88e, ou du 120e, ou du 105e, ils le considèrent, bon, c'est vrai, comme déserteur, et le fusillent. Alors, pour protéger leurs hommes, le 5 avril, la Commune rafle un certain nombre d'otages dans Paris, en particulier des ecclésiastiques, y compris l'archevêque de Paris, et fait savoir à Versailles, si vous touchez un cheveu de nos soldats, on vous tuera en otage. Savez-vous que le décret du 5 avril ne sera jamais appliqué, jamais. Et il ne sera appliqué qu'à partir du 25, c'est-à-dire quand la Commune s'est dissoute. Il sera appliqué par des personnalités individuelles. Mais la Commune ne touchera pas un cheveu à un seul des otages. Mais le 26 mai, il va se passer une chose horrible. Le 26 mai, c'est à l'avant-dernier jour, qu'il n'y a plus que Ménilmontant, les buts de Chaumont, qui résistent encore. Tout le reste de Paris est occupé par les Versaillais, qui s'y conduisent d'une manière atroce. Pas besoin de faire de la littérature là-dessus, vous le savez. Je vais vous citer une phrase que vous ne connaissez pas, je pense, de Bernanos, quand il était encore royaliste, Bernanos de 1931, lorsqu'il a écrit La Grande Peur des Bien-Pensants, et qui dit, lorsque les Versaillais sont entrés dans Paris, les généraux, nos généraux y ont pataugé avec du sang jusqu'à la braguette. Voilà ce qui a été écrit par Bernanos. Et comme il ne faut pas que je vous apporte des citations d'extrême gauche parce qu'elles sont suspectes, je vais vous apporter une citation versaillaise que j'ai apprise par cœur.
C'est dans Le Bien Public, journal versaillais, du 21 juin 1871. C'est fini, hein, le 21 juin, c'est terminé depuis le 28 mai. Il raconte des choses, ce journal. Et il dit, ce journal versaillais dit, lorsque le 23 mars, nos troupes, les troupes de Versailles, pénétrèrent dans Montmartre. C'était à Montmartre que s'était produit le premier incident du 18 mars. Et vous savez peut-être, je ne vous l'ai pas dit, mais que dans l'après-midi du 18 mars, rue des Rosiers, à Montmartre, 2 généraux avaient été tués. Le général Clément Lecomte et le général Clément Thomas et le général Lecomte avaient été tués par qui? Par les gardes nationaux? Non, pas du tout. Par leurs soldats déserteurs, du reste plus ou moins ivres. C'était à 6 heures de l'après-midi. Je reprends. 21 juin 1871, Le Bien Public. Lorsque le 23 mai, nos troupes pénétraient dans Montmartre, et lorsqu'elles arrivèrent à la rue des Rosiers, elles saisirent, les officiers sans doute, elles saisirent indiscriminément, c'est dans le texte, indiscriminément, 54 hommes, femmes et enfants qu'on avait attrapés, et ils furent immédiatement fusillés. 2 généraux, ça vaut 54 hommes, femmes et enfants. Et c'était comme ça dans tous les quartiers de Paris. Une inondation de sang. Alors, ce 26 mai, le petit coin de Paris qui résiste encore, qui est encore communard, comporte là la prison de la Roquette. La prison de la Roquette où sont les principaux otages. Il y a l'archevêque de Paris qui était là, qu'on avait fusillé avait été là, on l'avait fusillé l'avant-veille, après avoir offert au gouvernement de Versailles l'échanger contre Blanqui. Les Versaillais avaient Blanqui et les communards ont dit rendez-nous Blanqui en disant à l'archevêque. Thiers n'avait pas voulu parce que, comme dira très bien Marx, l'archevêque était bien plus utile en qualité de cadavre de l'autre côté. Bon, alors maintenant il y a seulement les types de la Roquette, hein, ils sont 50. Alors les communards déplacent ces otages en se disant on ne va pas les laisser libérer par les Versaillais, on va les mettre à l'intérieur des Buttes-Chaumont, de Ménilmontant, ça nous permettra peut-être de négocier pour qu'on nous accumule des nôtres. C'était vers 18h30. Il y avait quelques soldats de la commune, on les appelait les fédérés, parce que Fédération de la Garde nationale, ils étaient en gris. Tandis que les soldats de Versailles étaient déjà, comme plus tard en 1814, nos soldats français, pantalons rouges et capotes bleues. Alors les fédérés gris sont là qui escortent les 50 prisonniers. Parmi ces 50 prisonniers, il y a 30 prêtres, on avait fait des rafles d'ecclésiastiques, hein, et 20 gendarmes. Lorsque ces petites troupes, à peine défendues par les quelques soldats fédérés, traversent la rue Axo, il se produit quelque chose d'affreux. C'est que la foule, et en particulier des femmes, c'est vrai, en particulier des femmes, écartant les soldats, se jettent contre les captifs et commencent à les tuer. Et en particulier contre les curés. Ces prêtres qui étaient là sont victimes de mégères, enfin de femmes folles furieuses, qui leur arrachent les yeux, qui leur arrachent les parties sexuelles, enfin des choses épouvantables. Laissez-moi encore faire une petite parenthèse là avant de vous dire ce que Vallès va faire. Il ne faut pas nier qu'il y a eu une haine anti-religieuse, pas seulement anti-catholique, mais la haine de tout ce qui pouvait sembler déiste du côté de la commune. M. Jacques Rougerie, qui a fait un très beau livre sur la commune, a publié un inédit. Il avait retrouvé aux archives de Vincennes une lettre d'un garde national breton, du reste, qui écrivait à son père en lisant, d'une manière enfantine mais pathétique, ce chameau de bon Dieu, quand est-ce qu'on pourra le tuer, disait ce garçon. Bon. Eh bien alors, je voudrais vous citer pour vous parler de cette haine viscérale du petit peuple contre les curés, contre l'Église, contre les choses divines. Cette phrase de Bernanos, qui n'est plus là, comme la précédente dans La Grande Peur des Bien-Pensants, mais qui est dans Les Grands Cimetières sous la Lune. Et pour la seconde fois, je parlerai très lentement, parce que je désire que cette phrase entre dans vos esprits tellement elle va loin. Être devenu la bête noire des hommes libres et des pauvres, avec un programme comme celui de l'Évangile, avouez qu'il y a de quoi rigoler, disait Bernanos. Eh bien c'est vrai, il était devenu la bête noire des hommes libres et des pauvres. Alors Vallès qui est là, avec sa ceinture rouge, d'habitude il ne la mettait pas, parce qu'il disait pourquoi est-ce que je me distinguais. Il fallait peut-être la mettre dans certaines circonstances. Elle avait dit j'emportais ma ceinture, mon écharpe rouge, pliée dans un journal comme un renard, dit-il, mais ce jour-là je la mets. Je la mets pour intervenir, avec 3 autres camarades. Varlin, hein, Cournet, pas Courbet, hein, Cournet, Avrial. Tous les 4 qui sont membres de la commune et qui assistent à cette chose épouvantable, avec l'égorgement de ces captifs, se jettent sur la foule et disent faites pas ça. On nous dit de l'autre côté que vous êtes des monstres, mais vous allez vérifier ce qu'on dit. Et Vallès dit, j'ai vu dans la manifestation un vieux type que je connaissais, un militant d'extrême gauche, barbe blanche. Je me dis, un vieux va comprendre. Je vais vers lui, je lui dis, aidez-nous. Qu'est-ce qu'il a fait le vieux type? Il m'a mis le fusil qu'il possédait, qu'il avait à la main, sous le menton, et il me dit, ta gueule ou je te tue. Alors Vallès a été bousculé par cette foule, les 4 types sont impuissants, et ils assistent à ce massacre sans nom. Ben, Vallès sera condamné à mort par contumace pour participation à l'exécution des otages. Pas mal. Le 28, qu'est-ce qu'il va faire? C'est le dernier jour, il n'y a plus qu'une barricade. Elle tient, elle est rue Ramponneau, à Belleville. C'est fini, quoi, il n'y a plus qu'une barricade. Vallès est derrière, la dernière barricade.
Alors que beaucoup de types de la commune, un peu malins, se sont dispersés dans la nature quand ils ont vu que ça tournait mal. Lui, il est là jusqu'au bout. Alors comment est-ce qu'il s'en tire? Ben, il s'en tire par astuce et par chance. Dès qu'il a barricadé plus, il se sauve, il court dans les rues adjacentes. Il voit à un moment une blouse, qui était probablement une blouse de plâtrier. Il passe vite cette blouse, et comme il a trouvé ou volé un képi à ce moment-là, de la Croix-Rouge, képi avec la Croix-Rouge, il peut se faire passer pour un infirmier. Alors il a trouvé une carriole qui était attelée, il se met à ramasser des morts, il met les morts dans sa carriole avec son costume soi-disant d'infirmier, j'ai oublié de vous dire qu'il s'était fait raser la barbe pour être méconnaissable, et il se transforme en un infirmier qui va conduire des cadavres à l'hospice de la Pitié. Il fait comme ça 2 balades dans Paris, dans ce Paris plein de Versaillais qui tue tout le monde, mais il n'est pas reconnu, sauf que la 2e fois, le médecin-chef de la Pitié le regarde, le dévisage d'une façon telle qu'il se dit « ça y est, je suis reconnu ». Alors il se sauve, il abandonne sa blouse et il se cache chez un ami, un sculpteur qui s'appelait Roubaud, qui habitait place rue Saint-Sulpice, et pendant 80 jours, Vallès va se trouver la tapis chez son ami Roubaud, se disant tout le temps, si on entend monter les soldats ou les flics, je suis cuit, je suis perdu. Le 28 au soir, il écrira une lettre à sa mère, qui est une lettre d'adieu, c'est terrible, Vallès va parler à sa mère de « tes saintes mains », lui dit-il, parce qu'il croit que c'est la dernière fois. Il va s'en tirer, il va pouvoir s'enfuir en Angleterre, traversant la Belgique après 80 jours, et là, c'est le commencement de l'exil. Il n'a pas le sou. Or, il pouvait être riche. À la fin de l'année 70, un ami à lui qui s'appelait Caillebotte, qui était un jeune homme, un célibataire, tuberculeux, très riche, avait disposé de sa fortune, dans ses testaments, et avait mis 52 000 francs pour Vallès. Le testament n'avait pas été attaqué, mais les 52 000 francs étaient chez un notaire qui, pour échapper à l'investissement, avait quitté Paris, si bien que scellé à l'appartement. Vallès, membre de la commune, aurait pu faire sauter les scellés et prendre cet argent que personne ne lui contestait, qui était pour lui. Mais il s'était dit, si je fais ça, je le ferai en qualité de membre de la commune. Quelqu'un qui ne serait qu'un citoyen privé ne pourrait pas le faire, donc ce serait une concussion de ma part. Alors il avait laissé les 54 000 balles qui lui appartenaient, il était parti avec rien à Londres. Il va crever, enfin, Londres, ça va être affreux. Puis vous savez bien que souvent, ces exilés ne s'entendent pas. C'est le radeau de la Méduse, dit-il. Par exemple, Vermersch va se battre, physiquement se battre, dans les rues de Londres, sous le regard ironique des cobs avec un autre Français. Vallès dira, avant d'entrer dans un restaurant, on se hausse à la pointe des pieds pour regarder par-dessus le rideau pour voir qui y a. Et selon qu'il y a celui ou celui-là, on entre ou on n'entre pas. Ou bien, dit-il, on se passe la moutarde à travers la table d'un air hostile, ou, bande d'exilés abrutis, on se bat les flancs pour essayer de rire. Quel accablement. Et à son ami Arthur Arnoux, qui lui s'est caché à Locarno, il lui écrit, nous avons plus devant nous que des années béantes. Vous savez, il y a de quoi avoir non seulement les bras cassés, mais le cœur qui crève, quoi. En pensant à ce que ça avait été le 28 avril, comme printemps sans tel miracle. Et que maintenant c'est fini, enfin tous les fameux espoirs sont morts. Il y a un copain qui a trouvé le moyen de passer en Amérique du Sud, qui lui écrit en disant, écoute, je peux pas te payer le voyage, mais si tu peux emprunter l'argent, viens, parce qu'il y a des spéculations à faire sur les terrains, tu vas voir. Il a envie, Vallès. Puis il se dit, c'est pas bien, hein. Moi, j'ai eu la chance au moins de pas me faire tuer. Mais il y a les camarades, il y a les témoins qui se sont fait tuer, quoi. Il y a Varlin, il y a Millière, il y a de l'Écluse, il y a Florence, il y a Duval. Il faut pas aller faire de l'argent en Amérique du Sud. Il y a un ami à lui, Hector Malot, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, qui a écrit Sans famille, et qui, politiquement, était tout à fait le contraire de Vallès, mais qui l'aimait bien. Qui lui dit à Vallès, écoute, la situation française a un peu changé à la suite du 16 mai, ça vous dit pas grand-chose, le 16 mai 77, le président de la République, MacMahon, avait essayé de faire un coup de force, et les Républicains avaient fini par le renverser. Alors, il y a un peu plus de liberté. Hector Malot dit à Vallès, écoute, si tu veux m'envoyer des papiers, bien sûr, tu ne peux pas les signer, puisqu'il était condamné à mort par contumace. Mais si tu signes un autre nom, je te ferai passer tes papiers dans la presse radicale, dans Le Siècle, dans le Radical, ça te fera un peu d'argent. Il est bien content, Vallès, il envoie les articles à Malot, et il a même l'idée de faire une espèce de belle série qui serait une fresque, dit-il, sur la condition, le drame du prolétariat français entre 1848 et 1871. Sujet dangereux. Il envoie ça, et Malot lui dit, oh, tu sais, le journal Le Siècle a beau être radical, il trouve que tu vas bien fort, enfin, il te demande des atténuations. Alors ce Vallès, qui n'a pas le sou, hein, et qui attend désespérément de pouvoir imprimer à Paris, quand on lui demande une atténuation, il refuse avec la dernière violence. Et il dit, je ne reculerai pas d'une semelle. Et salut aux faubouriens vaincus. Mon bouquin, dit-il, je l'ai écrit pour dire mes prières datées sur nos morts. Bon, alors Hector Malot se le tient pour dire, Vallès continue à crever. Mais voilà que tout de même, en juillet 1880, les gouvernants décident de faire une amnistie, un beau geste, et il rentre à Paris au milieu de juillet 1880. Quand il rentre à Paris, il ne fait pas de bruit d'abord, enfin il essaye de renouer quelques contacts, et le Figaro, qui était un grand journal conservateur,
va faire passer bientôt une petite note en disant il paraît que Jules Vallès est à Paris, mais on n'entend pas parler de lui, probablement qu'il s'est assagi. Et Vallès va riposter par un vers de Victor Hugo, trop peu connu encore, où Victor Hugo ironiquement disait le devoir des lions est de vieillir tout. Vous savez, quand on est jeune, c'est un lion, mais à la fin, quand on est vieux, on se dit Duhamel, enfin gentil quoi. Le devoir des lions est de devenir tout, dit-il. Alors, ne vous y fiez pas, beaux messieurs, dit-il. Et voilà qu'il va relancer son cri du peuple, parce qu'un professeur de médecine, professeur Gebhardt, passionné de Vallès et d'extrême gauche, et très riche, va lui donner l'argent nécessaire pour relancer le cri du peuple. Vallès, en 1883, reparaît sur la place de Paris comme militant républicain, il va attaquer les opportunistes, Gambetta, qui vient de mourir, mais qui avait fait une certaine déclaration à Belleville, Dieu sait, à Belleville, où Gambetta s'était aventuré à dire « Il n'y a pas de question sociale ». À quoi Vallès répond « Il n'y a pas de question sociale, il n'y en a pas d'autre », dit Vallès. Et comme M. Jules Ferry disait à ce moment-là qu'il fallait conquérir l'Indochine, et qu'il fallait envoyer des soldats français en Indochine parce que ça prouverait la vitalité de la France, et que ça aguerrirait nos jeunes troupes, Vallès dit « Aguerrir les jeunes troupes ?» Ah, je comprends. On va les envoyer tuer du jaune pour les aguerrir à tuer du blanc. Et quand ils seront habitués à tuer des coulis, ils tueront plus facilement les ouvriers français. Et comme il ne veut pas se faire poursuivre pour campagne pour insoumission, il écrit ceci « Vas-y, jeune soldat, tu te feras payer du chien au riz dans les bateaux de fleurs et tu reviendras avec la peste dans le sang. » La vivisection humaine va commencer. Paul Vallès qui faisait un meeting à Saint-Étienne en octobre 81 est foudroyé par une attaque en plein meeting. Ses camarades sont affolés, lui il s'est rétabli assez rapidement, et dans une lettre à un copain, il lui dit « Moi mourir, pour que je meure, il faudra qu'on me tue. » Oh non, on n'aura pas besoin de le tuer, il a déjà du diabète, il aura bientôt une phtisie, il va finir par peser 37 kilos. Le docteur Gebhardt l'a amené à la campagne, à Mortefontaine, près de Paris, où il a une grande propriété, et ce Vallès qui agonise et qui sait que c'est fini, continue à dicter à la petite Séverine, dont je parlais tout à l'heure, article sur article. Il meurt à 52 ans, on peut bien dire qu'il était mort sur la brèche. Voilà, rassurez-vous, c'était mon immense première partie. Je vais faire ma petite charnière maintenant, puis en 5 minutes, on essaiera de regarder le personnage profond. Alors, cette petite partie charnière, c'est pour vous montrer l'écrivain, et aussi pour qu'on se détende un peu, parce que tout ça est horriblement lugubre. Et il y a un côté chez Vallès qui n'est pas lugubre. Si vous avez vu des photos de lui, elles sont presque toutes prises au moment où il était membre de la commune. Et comme membre de la commune, c'était quelque chose de grave et qu'il savait que sa tête était perdue, il faisait une figure plutôt sinistre. Mais de même que Victor Hugo, qui s'était fait photographier après les châtiments et qui prenait une figure dramatique, Hugo savait rire. Vallès aussi. Alors pour vous parler du style de Vallès, il ne faut pas faire de blabla. Vous savez, c'est pas en expliquant voilà pourquoi c'est beau que vous serez convaincu. Il vaut mieux vous apporter des échantillons. Alors c'est ce que j'ai fait. D'abord, Vallès parle de ces cabaretiers qui arrivent à tenir 8 bouteilles entre les mains, vous savez, une bouteille comme ça. Ces bouteilles, dit-il, qui trinquent du ventre entre les mains des cabaretiers. Il parle d'un souvenir d'enfant quand son oncle qui était curé, à Chaudérol, Jésus à STP, c'est un pays de loups, c'est incroyable. Alors l'oncle curé lui avait donné une fois une pièce de 10 francs. J'avais jamais vu de pièce de 10 francs en or, dit-il. Et j'en suis parti, tout craquant de bonheur. Voilà une autre image, enfin, c'est 1872, ça. Le canon des Versaillais. Le canon grogne encore, les pattes dans la cendre. Il n'avait pas son pareil pour dessiner quelqu'un en une petite phrase. Il parle une fois d'une boulangère, qu'il appelle Madame Pétret, enfin peu importe. Non pas qu'elle se fardait trop, mais elle met un peu trop de poudre. Alors il disait, elle fait penser à un pain qui a gardé de la farine sur sa croûte. Il parle du vieux Blanqui. Et il dit, il était tout vieux à la fin quand il est mort, Blanqui et sa bouche démeublée où trottine entre les gencives un petit bout de langue rose. Il a un dessin aussi de Baudelaire qu'il avait bien connu lorsqu'il travaillait au présent avec lui. Baudelaire qui n'était pas éloquent, qui buvait trop, et il le montre tel qu'il était au café, déclinant du buste, dit-il, et cherchant ses mots sur la table. Voici maintenant un portrait de Courbet. De Courbet, vous savez, le barbu, quoi, le dessinateur, type qui a détruit la colonne, Paris. Désordonné et patient, bûcheur et soifard, parlant avec toutes sortes de modulations et de circonflexes, et d'énormes pétarades de rire dans sa barbe qui l'essuyait en fuite d'un revers de main. Je voudrais vous citer maintenant une phrase que j'adore, mais je ne fais pas de commentaire, je vous prie de faire attention et à la sonorité et à la construction de la phrase. C'est un souvenir du temps où il était pion là-bas au lycée de Caen, et voilà comment ça se présente la phrase. L'aumônier rentre vite
comme si les péchés l'appelaient. Mais c'est pas ça qui est marrant. Hein, c'est tout. L'aumônier rentre vite comme si les péchés l'appelaient. Et, traversant la cour où le proviseur parle avec l'étonome, il leur fait au passage, avec un sourire mécanique et blanc, un grand salut. C'est tout. Alors maintenant, je vais vous montrer le genre humour chez lui. 3 petites choses. Il y en a une que vous connaissez si vous avez lu L'Enfant, mais peut-être que tout le monde ne l'a pas lu. Et puis j'ai envie de la raconter. Alors c'est l'histoire de Vallès quand il se souvient des leçons de philosophie où le professeur lui expliquait les preuves de l'existence de Dieu. Là il dit, on n'écoutait guère, pourtant c'était un gentil professeur, il trouve qu'on n'écoutait pas, quoi. Et le meilleur élève de la classe s'appelait Badigeau. Alors le professeur a fait un jour un bon cours où il s'est bien expliqué, énumérant les preuves évidentes de l'existence de Dieu. La cloche n'avait pas encore sonné, il restait 2-3 minutes. Alors le professeur se penche, les bras croisés, regarde Badigeau, qui était le meilleur élève, et lui dit, alors Badigeau, résumons-nous, hein, quelles sont les preuves de l'existence de Dieu? Badigeau ou bien n'a rien écouté, ou bien ça n'intéresse pas. Et il fait ce que j'ai vu, moi, professeur, faire à de grands élèves, vous savez, il regarde au plafond, chercher l'inspiration qui vient pas. Or, un petit salaud qui s'appelait Rafouin avait envoyé au plafond une boulette de papier sous laquelle pendait un petit bonhomme. Alors, il y a Rafouin qui dit, ah oui, monsieur, il y a un bonhomme là-haut. À ce moment-là, la cloche sonne, et le professeur de philosophie va trouver le proviseur qui est dans la cour, puis il dit, monsieur le proviseur, il y a une facile bien bonne, c'est pas je parlais aux enfants de l'existence de Dieu, et il y a mon meilleur élève, Badigeau, qui m'a dit, il y a un bonhomme là-haut. Enfin, c'est un peu familier, c'est même un peu inconvenant, mais c'est poignant, enfin, c'est un bonhomme. Alors il rentre dans la classe, et on recommence le cours de l'instruction religieuse, et de nouveau le professeur est là qui dit, alors Badigeau, nous en étions là, donc, il y a un bonhomme là-haut. Alors Badigeau dit, ah non, monsieur, il est tombé. Il y a un chef-d'œuvre d'humour noir qui tient en une phrase, mais c'est vraiment d'humour noir. Hein. C'est donc Vallès qui se rappelle que son père le battait, et il dit, quand mon père m'a beaucoup battu, il a chaud. Alors je me traîne vers la fenêtre, je la ferme pour qu'il n'attrape pas de courant d'air. C'était un garçon, comme il le disait lui-même, je tiens par la plante des pieds à la racine des champs, dit-il. Il aimait beaucoup la campagne. Un camarade raconte que se promenant avec Vallès, il le voyait arracher des touffes d'herbe et se les mettre sous le nez, se grisant, dit-il lui-même, de cette odeur de prairie et de rivière. Vallès est un gars, quand il y avait du vent, qui écartait sa chemise, ouvrant la bouche toute grande pour boire le vent et pour que le vent lui batte la poitrine. C'était un goinfre, c'est peut-être pour ça qu'il a eu du diabète. Et il était spécialiste des haricots rouges au vin rouge, c'est effrayant. Et il avait écrit à son camarade Arnoux, qui était à Locarno, en lui disant, viens, on fera popote ensemble avec moi à Londres. Et il ajoutait cette phrase admirable, je suis imbattable sur la matelote de veau. Il est vrai que je suis venu un peu tard au fourneau, mais avec un profond sentiment des sauces, lui disait-il. C'est aussi un garçon plein de bonne volonté au travail comme un Zola. Zola, vous savez, 400 lignes par jour. Lui, il travaille par coup de tête, par coup de sang. C'est un courageux. Il était contre le duel, mais quand on le provoquait, il s'est battu 3 fois en duel. Et pour en venir à ce que j'ai à vous dire à la fin, je voudrais me référer à ce Sainte-Beuve, dont peut-être ici même j'ai dit que ça va être pour moi le meilleur critique français. Les structuralistes actuels, et mon ami Sellers, déclarent que Guillemin, c'est même pas la critique de papa, c'est la critique de grand-papa, dit Philippe Sellers. Eh bien j'accepte, et je trouve que Sainte-Beuve est quelqu'un qui a montré comment il fallait faire de la critique en se rapportant tout de même, à côté de l'œuvre, à l'auteur. Et Sainte-Beuve disait, pour commencer à entrevoir qui était quelqu'un, il faut répondre à 3 questions. Premièrement, comment quelqu'un s'est comporté sur le chapitre de l'argent, sur le chapitre de la sexualité, et sur le chapitre religieux et politique mêlé. Le chapitre de l'argent, je crois que c'est réglé. Hein. Il n'a pas pris les 54 000 francs qu'il aurait pu prendre. Il a voulu 300 francs par mois comme membre de la commune, c'est pas un homme d'argent. Les femmes. Dans le Bachelier, il dit qu'il aurait bien voulu épouser une petite fille qu'il appelle Laure et qui ne devait pas s'appeler comme ça, mais c'était la fille d'un notaire. Un notaire et lui était le fils d'un instituteur, pensait, enfin, c'est pas possible. Et en plus, il n'a même pas de situation, il n'était pas bachelier, enfin, celle qui aurait pu être ma femme, dit ça se passe à Nantes. Il faut pas voir Vallès, comme j'ai cru à un moment. Un de ces étudiants parisiens qui sont décrits dans Henri Murger, vous savez bien, dans La vie de Bohème, le type qui fait la brinque. C'est pas vrai. Il dira dans le Bachelier, il m'est arrivé de sortir, on sait ce que ça veut dire, sortir avec Paquita et Rigolette, c'était funèbre, dit-il. Donc, ça m'intéresse pas. Qu'il ait eu des liaisons, c'est évident,
dont une qui a beaucoup parlé, qui a beaucoup compté, et dont on ne connaît la réalité que depuis 1950, c'est-à-dire la publication à Arthur Arnoux, et ça, je vais vous dire ce qu'on en sait. Deux témoins de la commune, du moins un témoin direct, Maxime Vuillot, et un témoin indirect, Jean Richepin, évoquant Vallès, ont parlé l'un et l'autre, Richepin et Vuillot, de la grande Mathilde, qu'on voyait souvent à côté de Vallès. Je ne sais pas si Vallès avait changé le nom de cette femme, ou bien si elle-même avait estimé que son véritable prénom ne lui plaisait pas. On sait aujourd'hui qu'elle ne s'appelait pas Mathilde, elle s'appelait Joséphine Lapointe. Il y a un seul billet que l'on possède aujourd'hui de Vallès à Joséphine Lapointe, qui est de 1863. Il a donc 31 ans. Il l'appelle ma chère enfant, ce qui laisse supposer, pas tellement sûr, qu'elle est plus jeune que lui. Mais il y a une indication à Arthur Arnoux où il dit Joséphine, c'est quelqu'un qui est une échappée, une fille qui s'est échappée du monde des pauvres, des ivrognes et des méchants. Elle est de Belleville, elle est mariée, mal mariée, elle a une petite fille. Cette Joséphine, il va parler d'elle dans sa lettre à sa mère du 28 mai au soir. Vous savez, le 28 mai, le dernier jour de la commune, quand il est caché chez Roubaud, et qu'il écrit cette lettre à sa mère en disant « Maman, c'est peut-être la dernière fois que je t'écris ». Alors il lui dit « Si je meurs, peut-être verras-tu venir vers toi une jeune femme qui te demandera ta bénédiction. Accueille-la comme ta fille, fille qui est morte folle, hein, parce qu'elle a soutenu ma peine, partagé mes misères, voulu mes dangers. » Alors voilà, c'est voulu mes dangers qui m'intéressent parce que je peux vous dire ce que ça veut dire. Partager ma peine, soutenu ma misère, voulu mes dangers. Voilà ce qu'elle avait fait, cette fille. Elle ne quittait guère Vallès pendant la commune, et la dernière nuit, c'est-à-dire le 27 mai au 28, lorsqu'il n'y avait plus que la barricade de la rue Ramponneau, ils avaient passé des nuits ensemble, ils avaient fait l'amour une dernière fois, et Vallès racontera à Arthur Arnoux, j'ai eu peur le matin quand j'ai commencé à m'habiller, qu'elle me fasse une scène, et qu'elle me dise, mon chéri, pourquoi? Tu vois bien que c'est foutu, quoi. Tu allais te faire tuer pour rien. Pour rien! Alors il dit, je sais pas ce qu'elle a fait. Quand elle a vu que j'hésitais, que je semblais hésiter, elle m'a dit, mais il ne faut pas hésiter, mon chéri, il faut y aller. Je t'estime tellement. Alors il dit, quand cette femme m'a dit ça, j'ai décidé que je la quitterais jamais. En effet, il va la faire venir à Londres en 73, et je suis allé au Quai des Orfèvres pour voir le dossier Vallès. Il y a 984 pièces, hein, il a été surveillé, Vallès. Et la police française de Londres envoie des rapports abominables, naturellement, sur Vallès, en disant en septembre 73, il a fait venir une de ses prostituées à Paris, une nommée Joséphine, et il lui fait faire le trottoir dans les rues de Londres. Or, elle était là avec sa petite fille. Ça, c'est le style police. Hein. En 74, il a passé 3 semaines avec lui. En 74, Vallès devient l'amant, entre guillemets, comme ça en l'air, d'une institutrice belge, dont on ne sait pas le nom. Elle est enceinte. Il n'essaye pas, c'est-à-dire pas tellement commode, de la faire avorter, il la conduit à la campagne, hors de Londres, et elle met au monde une petite fille dont Vallès est ravi. Et comme il reste au fond de son cœur communard, il va donner à cette petite un prénom qui était en usage dans la commune. Rappelez-vous Rimbaud, les mains de Jeanne-Marie, et c'est Jeanne-Marie Vallès qui vient au monde, et grand bonheur pour lui. Il écrit à son camarade Pierre Arnoux, c'est la seule joie sans mélange de ma vie. Elle grandit bien, je me penche sur son berceau, elle me rit, ça c'est une faute de français, mais c'est-à-dire elle me fait un sourire, quoi. Elle me rit quand je me pense, elle me fourrage dans ma barbe, et voilà que le 2 décembre 1875, alors qu'elle allait avoir un an, cet enfant est emporté en 4 jours par une méningite. Là, c'est un coup affreux pour lui. Ses lettres sont pleines de ça, à Arthur Arnoux. Il lui dit, j'ai perdu le bonheur. Rien que ça, lui dit. Je l'aimais comme j'aurais voulu être aimé petit. Il lui dit, 2 ans plus tard, si je reviens jamais en France, tu ne me reconnaîtras plus, je suis gris, je suis voûté, je suis écrasé par mon exil, par la fatigue, par la mort de ma petite fille. Il n'avait rien dit à Joséphine Lapointe. Et surtout maintenant, la petite enfant est morte. Il s'est séparé de la Belge qui est partie aux Indes, paraît-il, aux Indes. Et voilà Joséphine qui revient avec sa fille, qui est maintenant une grande fille, passé 2 mois en septembre-octobre 76. De nouveau, naturellement, la police continue à dire des horreurs sur Vallès, mais on a ces lettres à Arthur Arnoux, il dit c'est merveilleux d'avoir retrouvé Joséphine, parce qu'on continue à se désirer, mais en même temps j'ai compris que le plus doux de l'amour, c'est l'amitié. Parce que j'ai confiance en elle, et parce qu'entre nous tout est profond, pur, sain et bon. Et puis je regarde sa fille en me disant que si Jeanne-Marie avait pu vivre, ce serait peut-être comme cette grande fille, qui est tellement gentille, qui est tellement droite. C'est la fille que j'aurais voulu avoir. En 79,
il écrit à un copain qui s'appelle Tony Révillon, et lui dit, dis donc, combien est-ce qu'il faut pour vivre à deux à Bruxelles? Je ne peux pas vous dire que c'est sûrement au sujet de la petite Joséphine Lapointe. Il dit, pour vivre à deux, il a donc l'intention de vivre à deux. Et le nom de Joséphine Lapointe disparaît, d'une manière absolue, de ce que nous avons de la correspondance de Vallès. Il n'en parle plus à Arthur Arnoux, il est vrai qu'il l'a rejoint, on ne sait rien. Est-elle morte? L'a-t-il finalement lâché? Ou elle? Je n'en sais rien. Et voilà que maintenant qu'il a 50 ans, va surgir quelqu'un d'autre dans sa vie, qui est Séverine. Séverine a une grande notoriété, je l'ai vu moi, mais c'était 1924, je me souviens qu'entre 1924 et 1883, elle avait un peu changé. Il y avait des photographies d'elle en 83-85, elle a fait pas mal de bouquins, elle était merveilleuse cette fille. Elle avait donc 25 ans à ce moment-là, cheveux blonds, yeux bleus, enfin étonnante, et elle s'appelait Montrobert, non, elle s'appelait Caroline Rémy, puis elle avait été mariée très jeune à un nommé Montrobert, elle était Madame Montrobert, puis ça n'allait pas avec son mari, elle était devenue la maîtresse de Gebhardt. Gebhardt, c'est le professeur de médecine, dont elle avait un enfant. Et elle espérait le divorce, qui bientôt va arriver, 1884, je crois, pour pouvoir épouser Gebhardt. C'est Gebhardt qui l'a mis en rapport, elle, sa maîtresse, avec Vallès. Alors naturellement, la police va mettre, le professeur Gebhardt est d'un libéralisme incroyable, non seulement il donne de l'argent à Vallès, mais il lui donne aussi sa maîtresse. Or, c'est faux. Nous avons maintenant tous les petites lettres, les petits billets qui s'écrivaient, puisqu'ils habitaient tous les deux Paris. Et il n'y a rien dans ces billets qui ne soit de l'ordre de l'affection. Filiale tendresse, dira-t-elle plus tard. Et dans l'article nécrologique qu'elle fait sur lui 1 an après sa mort, elle dira, c'était mon père et c'était mon enfant. Mon père parce qu'il avait 51 ans, 52 ans quand il est mort, et moi 25-26, parce qu'il m'avait tout appris au point de vue du style et même de la pensée. Et c'était mon enfant tellement à la fin, 37 kilos, vous savez, c'était plus rien. Il me regardait quand je le portais. C'est solide la gosse, hein, quand je le portais de son lit sur un divan, il me regardait avec ses yeux pleins de tendresse et de désespoir. En somme, voyez-vous, et je crois que Vallès nous a dit la vérité là-dessus, l'élément sexuel n'a pas beaucoup compté dans la vie de Vallès. J'ai aperçu ça chez Robespierre, je l'ai aperçu chez Jaurès, les gens qui sont pris par une tentation plus grande, vous savez, qui ont une certaine idée de ce qu'ils vont faire dans le monde, arrivent à se détacher de la hantise sexuelle. Il était de cette race-là, lui, Vallès. Il me reste à vous parler pour finir de sa pensée métaphysique. Ben, naturellement, il avait été élevé dans la religion catholique, comme tous les petits-enfants de l'époque. Sa mère était très pieuse, très superstitieuse surtout. Il dit, je me rappelle, quand j'avais 12 ans, j'allais tout joyeusement avec elle au reposoir du jeudi saint, porter des roses. Et puis il avait suivi l'itinéraire intellectuel d'à peu près toute la jeunesse intellectuelle française. 5 minutes. Toute la jeunesse intellectuelle française de l'époque, comment voulez-vous que les étudiants n'écoutassent pas les maîtres, c'est-à-dire Renan, tel Littré, en fait, qui expliquait que les fables du christianisme étaient détruites par le progrès scientifique. Ajoutons qu'un garçon comme Vallès, qui, à 20 ans, était extraordinairement fixé du côté des idées républicaines, ne pouvait qu'avoir eu une indignation du comportement de l'Église catholique en France. Personne n'avait forcé, le gouvernement n'avait rien demandé. L'archevêque de Paris, le 1er janvier 1852, c'est-à-dire moins d'un mois après le coup d'État du décembre, personne ne l'avait forcé à chanter un Tédéum. Il l'a fait parce qu'il trouvait ça excellent. Un Tédéum sur quelqu'un qui n'était pas seulement un président de la République parjure, mais qui était aussi un assassin, puisque Napoléon III avait ouvert le feu, vous savez, indiscriminément, lui aussi, sur les boulevards. Alors, il y avait de quoi briser entre Vallès et l'Église catholique d'une manière irrémédiable. Mais ce qui m'intéresse beaucoup, c'est les raisons plus profondes, pas seulement politiques, mais métaphysiques, que Vallès avait de se séparer de cette pensée religieuse. C'est le problème du mal. Laissez-moi vous dire 2-3 choses un peu plus personnelles à ce propos. J'étais très lié avec Claudel, que j'aimais bien, et un jour, ce fameux catholique monolithique, sous les arbres de sa propriété de Brangue, m'avait dit, probablement parce que nous étions seuls, il n'y a qu'un problème auquel je ne sais pas répondre, c'est l'existence du mal. Quand on nous dit, oh ben c'est pas faute de Dieu, c'est la faute des hommes, oui ben alors, et les inondations et les tremblements de terre, c'est la faute des hommes. Alors comment penser qu'il peut y avoir un Dieu tout-puissant et bon devant une humanité souffrante au point où elle l'est? Ça c'est Claudel. Hein. Et puis il y a 2-3 ans, je crois, l'abbé Pierre a fait un petit bouquin admirable tout petit qui s'appelle La fin, Ephraïm. La fin interpelle l'Église, dans laquelle, avec l'honnêteté qu'est la sienne, l'abbé Pierre dit, je m'énerve de voir ces réponses des théologiens qui croient répondre, qui font semblant de répondre sur le problème du mal, alors qu'il n'y a pas de réponse, disait l'abbé Pierre, et qu'il n'y a pas d'autre réponse qu'un pari dans le noir, une option qu'il a faite, que je fais aussi. Alors lui, Vallès, il est furieux, vous allez voir, cet homme qui a traversé les fous, et
fasciné et obsédé par les fous et les folles. Il est rentré à Paris en 80, il va mourir en 85, il est allé plusieurs fois dans les hospices de fous pour les regarder. Parce que ça lui paraît particulièrement terrifiant. Surtout les femmes folles, probablement à cause de sa sœur. Et il dit un jour, c'est peut-être à la Salpêtrière, qu'il avait vu une femme, encore belle, qui appelait au secours parce que on voulait lui passer la camisole de force, et qui s'était jeté à quatre pattes, enfonçant sa tête dans le sable comme un groin. Et il dit, quand je pense que les bonnes petites religieuses arrivent là à côté de ces femmes pour leur parler du petit Jésus et de la Providence, alors il écrit, comment ces désespérées et ces effrayantes n'arrachent-elles pas leurs sabots pour les assommer? Il a voulu aller au plateau de Satory, ça vous dit pas grand-chose, le plateau de Satory, c'est là où le tribunal militaire de Versailles exécutait ceux qu'on avait vu prendre. Capitaine Rossel, sergent Bourgeois, Ferré, ils ont été fusillés là. Hein. Alors Vallès est allé faire son pèlerinage tout seul. C'était en juillet 85, tout seul. Et parce qu'il était tout seul, il a osé faire quelque chose qu'il n'aurait pas fait devant un camarade. Il dit, ce poteau de Satory, c'était notre crucifix à nous, hein. C'est là où nos morts avaient été tués. Il faisait très beau, il y avait un petit peu de vent qui remuait l'herbe, il y avait même mis 6 soleils. Alors comme personne ne pouvait me voir, j'ai serré le poing et je l'ai levé contre ce grand ciel bête où rien ne criait contre les horreurs qui s'étaient passées là. Mais le même Vallès qui est dans cet état de fureur va écrire en 1884 un article pour s'opposer à la destruction de la croix qui est au-dessus du Panthéon. La municipalité radicale de Paris disait il faut scier cette croix, puisque le Panthéon n'est plus une église, maintenant c'est le Panthéon. Et Vallès va dire non, n'y touchez pas. Au moins c'est une cible, dit-il. Puis après avoir dit au moins c'est une cible, il dit mais il y a des gens que ça console. Alors, il y a un camarade qui meurt, qui s'appelle Leclerc. Et Vallès, dans son article nécrologique, dit Leclerc, t'es parti. Alors toi, tu sais le mot du grand secret. Et figurez-vous que le dernier article que Séverine fera sur lui, juste un an après sa mort, s'appelle Le dernier copain de Gilles Vallès. Et le dernier copain de Gilles Vallès, c'est un curé. C'est pas croyable. Quand il était là sous les arbres de Mortefontaine, qui était la propriété de Gebhardt, où il avait ses 37 kilos, vous savez, on le portait sur la chaise longue, il voulait voir personne, sinon un petit vicaire des environs qui lui plaisait bien. Et quand il lui donnait des rendez-vous, et quand le vicaire tardait à venir, Séverine dit, il m'envoyait toujours au portail comme dire, il vient le copain, il vient. C'est tout, je vous donne que ça. Maintenant, je voudrais en 1 minute, enfin 3 minutes, essayer de vous dire ce que je crois qu'il y avait tout au fond, ce qu'il avait déclenché, Vallès. Mais je crois que ça avait déclenché Vallès, c'est qu'il n'a pas pu supporter de voir ses parents, parce qu'ils étaient pauvres, humiliés par les gens de bien. Il y a 2 détails qui, à mon sens, vont très loin. Il raconte, comme quelque chose, avec un coup de couteau qu'il n'a jamais oublié, que, quand il était en classe de philo, il a vu dans la cour le proviseur qui donnait un tout petit coup de coude à un collègue professeur quand le père Vallée entrait avec son pantalon de casimir et sa redingote rapiécée. Et comme il a vu le proviseur se moquer avec l'autre professeur du papa, parce que le papa était mal habillé, ça l'a déchiré. Hein. Turpin, il l'appelle Turpin, son professeur de philosophie, se moque de lui parce qu'il est mal habillé. En effet, il dit, maman Vallée achetait au rabais des grosses étoffes, et elle me faisait elle-même les vêtements, elle ne savait pas faire, alors j'étais habillé drôlement. Hein. Je vois qu'à travers moi, c'est de ma mère qu'il veut faire rire, et je le déteste. Il y a encore, quand j'étais petit, il y a que les pauvres qui étaient gentils avec moi. Il y avait le cordonnier Vincent, il y avait l'épicier Fabre, puis il y avait mon oncle, du côté de sa mère, je crois, mon oncle Joseph, qui était un charpentier, un menuisier. L'établi était toujours plein de copeaux, ça sentait bon les copeaux, il m'en jetait des poignées à la tête. Et il dit, il avait toujours des copains, donc Joseph, qui venaient parler avec lui, l'épaule contre la porte, les mains dans les poches et la cigarette aux lèvres. Et tout ça, j'étais bien avec eux. Je me rappelle, dit-il encore, que Kérichebourg, il habitait à Nantes, qui est un quartier déjà assez bien, on voyait parfois passer, dit-il, des pauvresses traînant leurs gosses par le poignet, pas par la main, pas par le poignet. Et il rappelle aussi qu'un jour d'été, où les fenêtres étaient ouvertes parce qu'il faisait chaud, il y avait un ouvrier à qui on avait coupé le bras, un accident, quoi, qui sortait de l'hôpital, et qui était venu dans ce beau quartier en criant comme ça, pour avoir des sous, « Ma femme a faim !» Voilà, il se dit peut-être que c'était pas sa femme, peut-être qu'il avait envie de boire, mais enfin, il n'avait plus le bras droit, alors à ce moment-là, il n'y avait pas d'indemnité, hein. Mais les fenêtres se fermaient, parce que c'était pas convenable que ce type pousse ce cri. Si bien que ce cri désespéré n'avait pas plus d'écho, dit-il, que le meuglement d'une blague dans un pré, ou le cri d'un jet dans un arbre, et moi, ça m'avait secoué de la plume des pieds à la racine des cheveux. Et quand je pense que chaque année, à la distribution des prix,
je voyais Monseigneur au centre, le général à droite, le préfet à gauche, et tout ça galonné d'or, teinté de violet, panaché de blanc. Je me disais toujours sur quoi ils sont assis, ces messieurs. Ils sont assis sur le parti qui saigne, sur le bataillon sans cesse foudroyé et sans cesse renaissant de la misère. Il avoue encore, je suis pas un intellectuel, j'ai pas lu Marx, je sais même pas bien ce que c'est Louis Blanc, parce que les idées me ça va bien, mais ce que je sais, c'est que viscéralement et fondamentalement, je serai toujours, dit-il, du côté où j'entendrai crier « Vive la République ». Et quand j'avais 18 ans et que je lisais l'histoire de la Révolution de Michelet et que j'entendais battre le tambour républicain dans les faubourgs, cette musique-là, elle tirait directement sur mon cœur. Si bien que d'une manière absolument gratuite, absolument farouche, par un parti pris, je serai toujours du côté de ces gens-là, même comme ils ont tort, parce qu'on leur en a trop fait. Oh, il ajoute, il suffit qu'un jour le pain manque, et je ne veux pas jeter la pierre à ceux qui nous ont abandonnés. Oh, je sais très bien ce qu'il veut dire, parce qu'il pense à ce qu'il a fait à 25 ans. Le pain manquait, vous savez, quand il avait trahi. Mais il dit, moi, j'ai été sauvé parce que j'ai une chance. Il y avait au fond de moi une espèce de sale petite voix, comme un locataire inexpugnable, vous savez, la small voice, enfin, qui disait, fais pas ça, mon gars, hein, fais pas ça, mon gars. Alors quand je pense que Claudel a parlé un jour de cette intention en nous, vers la hauteur, que nous avons tous misérablement sabotée, mais qui parle pour lui, le père Claudel, parce que j'ai pas l'impression que lui, Vallès, il a saboté ce grain de sénévé, comme vous voudrez, ou cette semence de feu, qui était au fond de lui. Finalement, il y a été fidèle. L'abominable Brunetière dont je parlais au début, je boucle mon texte comme ça. Brunetière disait, ouvrez les œuvres de Vallès. Vous n'entendez qu'un unique accent, l'accent de la convoitise. Cet homme n'a jamais rien aimé. Ben, je ne sais pas s'il n'a rien aimé, mais je sais qu'il a réussi à se faire aimer, et c'est là-dessus que je vais finir. Dans l'article, un an après, que Séverine lui a consacré, elle a raconté ce qui s'était passé le 15 février. Il était mort le 14 février, 77 boulevard Saint-Michel, dans l'appartement splendide des Gebhardt. Alors le professeur Gebhardt avait fait passer une note dans les journaux le 15 au matin, disant que le corps de Vallès serait exposé dans son salon et que n'importe qui serait admis à entrer. Alors j'ai voulu faire une vérification pour savoir si Séverine n'avait pas menti. J'ai regardé la presse du 17, 16 et 17, et j'ai vu que c'était vrai, qu'il y avait un mouvement extraordinaire qui s'est passé dans Paris, et qu'on peut dire que toute Belleville était descendue. Et foule de gens sont venus pour passer devant le corps de Vallès, 37 kilos, le possible, qui était là sur son drap. Alors il y a des marchands de Immortel Rouge, vous savez, la petite fleur socialiste, qui vendaient la petite fleur 1 sou, là devant 77. Et tout le monde achetait la petite fleur à 1 sou. Et les 15 ou 20 000 personnes qui sont passées lançaient la petite fleur. Si bien, dit Séverine, qu'à la fin de la journée, le drap était devenu un drapeau.